Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce Facebook Live à l'occasion des Journées européennes de la justice et des portes ouvertes du notariat européen. Chez Expat Communication, qui est l'éditeur de Femmes Expat, en accompagnant les expatriés, nous constatons souvent que les Français de l'étranger ne sont pas très au courant des conséquences de leur mobilité sur leur régime social et patrimonial. Or, c'est particulièrement important, d'abord parce que c'est complexe, et aussi parce que pour beaucoup de conjoints, il y a une situation de dépendance financière qui les rend particulièrement vulnérables, et donc ces questions sont fondamentales. Dans mon livre « Chérie, on s'expatrie », tout comme sur les colonnes de Femmes Expat, nous recommandons sans cesse de s'informer sur ces questions qui sont très importantes, mais pour la plupart, nous hésitons à prendre le taureau par les cornes. Alors, lorsque les notaires de France, sensibilisés à ces questions, nous ont proposé de réaliser un Facebook Live sur ce sujet, nous y avons vu une excellente occasion de passer enfin à l'action. Donc, chers internautes, je vous propose aujourd'hui, on arrête de faire l'autruche sur les questions notariales, on s'informe et on agit. Et alors, j'ai une bonne nouvelle, nous avons une très grande chance que ce Facebook Live soit assuré par un personnage exceptionnel. Vous allez vite vous en rendre compte, chers internautes. Sylviane Plantelin, vous êtes notaire à Saint-Germain-en-Laye, mais vous êtes aussi la première femme à avoir siégé au Conseil supérieur du notariat. Vous êtes, et on va vite le voir, familière des plateaux de télévision et des studios de radio. Vous êtes une grande ambassadrice de votre profession de notaire. Et vous savez expliquer simplement les questions les plus complexes, ce qui pour nous est précieux. Votre vie professionnelle, familiale, culturelle et amicale est particulièrement riche, ce qui vous a amené à vous passionner pour beaucoup de sujets, dont celui des questions liées aux Français de l'étranger sur lesquels vous avez été une pionnière. Et vous êtes, depuis quelques années, la déléguée internationale du Conseil supérieur du notariat. Alors, chère Sylviane, nous avons de très nombreuses questions que les internautes nous ont envoyées en avance, parce que les sujets qui concernent le couple en expatriation sont extrêmement larges. Donc je vous propose de les regrouper en 3 thèmes, de commencer par le régime matrimonial et ses conséquences, puis de parler des successions, et enfin d'aborder les questions qui concernent les couples non mariés. D'accord. Et je commence directement par une question très précise. C'est une question de Aimée, qui il y a quelques jours nous a interrogé sur Facebook pour l'une de ses amies. Elle nous a dit « J'ai une amie qui vit à Londres depuis 6 ans. Elle s'est mariée en France et pourtant elle vient d'apprendre que son mariage dépend du régime matrimonial anglais. Comment est-ce possible puisqu'elle s'est mariée en France ?» Oui, alors ça c'est justement la première question qui se pose, c'est quand on ne fait pas de contrat de mariage, parce que donc l'internaute, me semble-t-il, n'a pas fait de contrat de mariage, elle n'a donc pas choisi un régime matrimonial. Mais même si on ne fait pas de contrat, il y a un régime matrimonial qui s'applique. Or, celui qui s'applique, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas celui de la nationalité, ce n'est pas celui du lieu où on se marie, mais c'est celui du lieu où on s'établit après le mariage, où on établit sa famille et où on va habiter. Donc on peut très bien penser être sous le régime, par exemple, de la communauté, parce qu'on est français, on s'est marié en France, mais si, comme notre internaute, on est parti vivre en Angleterre, eh bien en Angleterre, quand on ne fait pas de contrat de mariage, le régime applicable est le régime de la séparation de biens. Donc, ça ne sera pas le régime français de la communauté, mais le régime légal de la séparation de biens qui va s'appliquer. Alors, ce qui veut dire, par exemple, pour l'amie d'Aimée qui nous appelle, qui ne travaille pas, elle est en séparation de biens, il faut absolument qu'elle soit au courant qu'elle peut être en situation... Voilà, en quelques mots, les régimes matrimoniaux. Hein. Donc, le régime de la séparation de biens, qui est choisi donc par contrat, est un régime, le mot le dit, séparation de biens, chacun est propriétaire de ce qu'il a, et également pour les revenus reviennent à celui qui travaille. Alors que lorsque on est en communauté, que les biens soient au nom de l'un ou de l'autre, à l'exception, bien sûr, des biens reçus par donation, par succession, mais que tous les biens qui sont achetés avec les revenus, aussi bien d'ailleurs des biens personnels, donc des biens que je viens de dire, donation, succession, que les revenus du travail, qu'ils soient mis au nom de monsieur ou de madame, ça va appartenir à chacun pour moitié. Donc celui qui ne travaille pas, surtout en partant en expatriation, même quand les deux ont un métier, souvent il y en a un
qui suit l'autre et qui n'a pas forcément tout de suite des revenus, il peut se retrouver, ou alors s'il s'arrête pour élever des enfants, ou qu'il a un salaire beaucoup moins important, il n'aura pas les mêmes moyens pour pouvoir investir. Donc c'est un problème dans l'investissement. Le patrimoine, au lieu de se diviser par deux, quels que soient les revenus et le nom de celui qui aura le titre de propriété ou la facture, ça peut être des meubles, une voiture, des comptes en banque, etc., eh bien, c'est clair que la séparation de biens est très bien si on l'a choisi parce qu'on veut être indépendant ou on a une profession avec un risque, par exemple économique. S'il y a un risque par rapport à des créanciers, à une création d'entreprise et qu'on ne veut pas que l'autre soit entraîné, il est clair que la séparation de biens est un meilleur régime. Mais quand on ne travaille pas et qu'on souhaite que les revenus de l'un ou de l'autre profitent aux deux, il vaut mieux la communauté. Il n'y a pas de meilleur régime. Il y a un régime bien adapté ou mal adapté. La seule chose, c'est qu'il faut le choisir et non pas le subir. Or là, peut-être que c'est subi. Clairement, dans cette situation où le conjoint est en situation de dépendance financière, eh bien, il vaudrait mieux être en communauté, c'est clair. Donc là, on le verra peut-être avec d'autres questions, on a des moyens de pouvoir rectifier le tir quand on a fait la bêtise de ne pas se renseigner avant de partir. Et alors justement, il y a Louise, elle est à Dubaï, et elle nous dit, attention, quand on est quelque part depuis plus de 10 ans, c'est le régime local qui s'applique, et elle nous dit, quand on est à Dubaï, il faut bien se renseigner, parce que là, c'est pas un régime très favorable aux femmes. C'est Louise. C'est Louise. Elle est bien renseignée. Elle s'est renseignée, elle nous dit qu'elle a beaucoup d'amis. Et ça va m'aider à enfoncer le clou. Parce que, en effet, quand on n'a pas fait de contrat de mariage, quel que soit le pays, c'est pas l'Union européenne, c'est dans le monde entier, donc le principe, c'est que c'est le lieu où on s'établit. Mais il y a encore un point un petit peu plus vicieux, entre guillemets, c'est qu'il peut y avoir une modification du régime matrimonial, ça s'appelle la mutabilité du régime matrimonial, et si on a un régime, par exemple, on s'établit en Angleterre, on a le régime donc, anglais, donc de la séparation de biens, ou français, éventuellement de la communauté, ou éventuellement, par exemple, aux Pays-Bas, c'est la communauté universelle, en Allemagne, c'est une participation, enfin, chaque pays a son régime matrimonial. Eh bien, au moment où on part, on redéménage, au bout d'un certain temps, et c'est 10 ans, il y a la mutabilité du régime matrimonial dans le lieu du pays où on vient de s'installer. Alors ça, c'est pour les couples qui sont mariés après 1992. Tous ceux qui seraient mariés avant 1992, il n'y a pas cette mutabilité, mais il y a quand même la règle du premier établissement et les problèmes qui peuvent se poser. Donc la mutabilité va compliquer encore les choses, parce qu'on va avoir une période où on aura été sous un régime, puis une autre période avec un autre régime, et là, Dubaï, alors le régime matrimonial lui-même est une forme de séparation de biens quand même. Dans ces pays-là, on a une séparation de biens. Mais il peut y avoir, notamment lors du décès, pour l'application du régime matrimonial et pour la succession, on en reparlera tout à l'heure des successions, mais là, il y a la loi de la charia qui peut s'appliquer dans les pays donc, musulmans, il y a la loi islamique et qui peut s'appliquer. Et chacun sait quand même que ce n'est pas forcément un statut très protecteur pour la femme, que ce soit pour le couple, la séparation et également les successions. Donc de toute façon, je crois qu'il faut vraiment, encore plus quand on est dans des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, mais il y a également d'autres pays où ça peut être un problème. Par exemple, en Inde, eh bien, on peut avoir un régime qui soit en rapport avec la religion, ce n'est pas tout à fait le même. Ensuite, il faut savoir que le régime applicable, par exemple, dans les pays africains, la plupart des pays africains, c'est donc une originalité. Dans les pays, selon si on est monogame ou si on est polygame, ben, le régime qui va s'appliquer, remarquez là c'est un peu quand même judicieux, parce que quand c'est polygamie, c'est la séparation de biens, et quand c'est monogamie, c'est la communauté. Enfin, tout ceci pour vous dire, avec une petite pointe d'humour, mais je vous assure qu'on peut se trouver dans des situations dramatiques, c'est un peu pour dédramatiser, c'est surtout, si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, il faut vous renseigner pour savoir à quel régime vous êtes soumis, si celui-ci vous convient, et si vous voulez ne pas être rattaché à la loi française, ou a priori, si vous êtes marié sans contrat, sachez que vous pouvez, avec une déclaration, un acte de déclaration de régime matrimonial, vous pouvez déclarer quel est le régime que vous souhaitez voir s'appliquer, c'est l'article 6 de la Convention de la Haye. Donc quand vous êtes expatrié, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas fait de contrat, de choisir la loi, un régime matrimonial de la loi du pays
où vous habitez ou de votre nationalité. Donc pour les deux cas que nous venons de voir, cher Alix, nous nous rendons compte que nous avions la possibilité tout à fait de choisir, alors soit le régime légal français, la communauté réduite aux acquis, soit tout autre régime qui existe, que, par exemple en France, comme la séparation de biens, la participation aux acquis, et pourquoi pas une communauté universelle pour un couple sans enfants ou un couple qui a déjà aidé ses enfants et qui souhaite à la fin se protéger au maximum. On peut aussi introduire des clauses de protection, avec une priorité sur la résidence principale, avec une attribution d'un bien, voire l'attribution de la totalité des biens. Donc un régime matrimonial permet de définir à la fois la propriété des biens, la gestion, mais également en cas de séparation. Parce que quand on fait un contrat de mariage, c'est pas pour ce que l'on a au moment où on se marie. Ça n'a pas d'intérêt. C'est par rapport à la responsabilité, à la solidarité par rapport aux dettes par exemple, à la répartition du patrimoine au moment où on se séparera. Malheureusement, on se sépare toujours. Soit volontairement, c'est un divorce, soit on le subit, c'est un décès. Et sachez aussi que vous pouvez faire un acte déclaratif et qu'il peut être rétroactif depuis le jour du mariage. Donc même si vous vous rendez compte au bout de 20 ans que vous avez fait la bêtise de ne pas faire un contrat de mariage, vous avez la possibilité de venir, donc vous avez bien l'occasion de venir de temps en temps en France, ou alors on parlera éventuellement pour le faire à l'étranger avec les consuls, mais dans certains cas, mais vraiment, venez prendre une consultation chez un notaire français, sachez que bon, la France souvent est contestée, quelquefois même pour ceux qui partent volontairement, en disant que ce n'est pas toujours les meilleures lois, mais je peux vous dire quand même que vraiment, toute indépendance d'esprit, en tant que notaire, je ne parle pas de la fiscalité, je mets ça complètement à part, mais sur le plan du droit de la famille, de la protection du patrimoine, de la protection des enfants, de la protection du couple, vraiment, le Code civil, la loi française, elle est pas mal faite. Alors, venez vous informer et après, vous faites votre choix. Et on s'informe tant que tout va bien. Quelque part, c'est une libération aussi, de se dire, plutôt que de faire l'autruche et de me dire, j'ai pas envie d'en parler avec mon conjoint parce que c'est des sujets qui fâchent, se dire, j'ouvre la porte, je regarde ce qu'il y a dans la boîte, absolument, on cherche des solutions, et en fait, vous nous dites, il y a plein de solutions, tout peut s'arranger, tout peut s'évoquer, et le droit est beaucoup plus riche que ce qu'on pense. Ça permet d'être beaucoup plus serein dans les différentes mutations qui s'annoncent. Nous avons l'habitude de dire souvent, notaire, écoutez, nous faisons du sur-mesure. Et c'est vrai que la loi, c'est du prêt-à-porter. Il est bien évident que le législateur ne peut en aucun cas prévoir, avec ces articles du Code civil, tous les cas. Or, comme on parle du couple aujourd'hui, vous vous rendez compte, nous avons déjà les couples qui vivent en union libre, les couples qui se pacsent, les couples donc hétérosexuels, homosexuels, avec le mariage maintenant également pour les couples homosexuels. Nous avons le mariage qui est un premier mariage avec un début de vie familiale et que des enfants communs. Mais nous avons également, bien sûr, beaucoup de recomposition familiale, avec des enfants d'un premier lit éventuellement une différence d'âge, dans un sens ou dans l'autre. Et il est évident qu'on ne peut pas faire des lois qui prévoient tous les cas. Il y en a qui ont déjà des revenus assurés, d'autres pas. Il y en a qui ont constitué un patrimoine, d'autres pas. Il y en a qui ont eu des revers de fortune par rapport à une entreprise. Il y en a qui ont des héritages, qui en auront, qui ont eu des donations, qui ont des emprunts en cours. Comment voulez-vous régler? Il n'y a qu'avec une analyse. Moi je dis toujours, c'est comme un médecin. Vous n'allez pas avoir, quand vous avez des problèmes de santé, vous allez voir un médecin, voir quelquefois des spécialistes. Et le notaire, il est à la fois généraliste et spécialiste du domaine du droit de la famille et du domaine du droit immobilier du patrimoine. Donc, il va faire une analyse globale, votre cas particulier, il va en parler avec vous, il va vous donner toutes les possibilités, et c'est vous qui ferez votre choix. Parce que le notaire ne l'imposera pas, il conseillera. Et si vous ne voulez pas suivre le conseil, il vous l'aura au moins donné, mais vous le ferez en connaissance de cause. C'est notre travail, et comme un médecin, eh bien, nous analysons avant de prescrire. Et on peut dire que finalement, ce qui nous fait peur, là, de cette complexité entre différents régimes matrimoniaux où on ne sait jamais lequel s'applique, en fait, c'est une super opportunité, parce que ça veut dire qu'on va être encore plus large dans la possibilité, dans le sur-mesure, si on peut choisir, entre la loi locale et la loi française. Absolument. Curieusement, c'est plus compliqué, c'est normal, parce qu'on est confronté à plusieurs lois dès lors où on part à l'étranger. Mais on a aussi grâce à la réglementation européenne, qui fait qu'il doit y avoir des souplesses
pour pouvoir... donc c'est beaucoup plus facile quand on est dans l'Union européenne. Ça peut être un petit peu plus compliqué, mais les règles quand même sont les mêmes. Dès lors où on est français, on a une règle européenne qui s'applique et on a le choix de pouvoir rectifier beaucoup plus facilement. Vous avez raison, Alix. Par exemple, un simple exemple auquel je pense, on peut aussi changer de régime matrimonial en cours de route. Parce qu'on s'est trompé, on a fait un contrat et on souhaite changer de régime, qu'on soit en France ou qu'on soit à l'étranger. Et bien quand on est en France, et encore ça s'est assoupli, parce que maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'enfants mineurs ou d'opposition, on peut très bien changer de régime sans passer par le tribunal, et donc, donc le changement de régime se fait par le notaire et ensuite c'est simplement transmis. On peut changer de régime comme cela, simplement en informant éventuellement les enfants, mais ils n'ont pas donné leur accord, et si jamais ils ne donnaient pas leur accord, on passe par le tribunal. Mais il y a quand même des cas, justement, avec des enfants mineurs ou des oppositions qui font qu'il faut passer par le tribunal. Alors que lorsqu'on est expatrié, on peut changer de régime matrimonial, et il n'y a pas de délai. En France, si vous voulez changer de régime matrimonial, il faut être marié depuis au moins 2 ans. Et si vous voulez, aux étapes de la vie, rechanger plusieurs fois, vous avez la possibilité, mais il faut toujours qu'il se passe 2 ans. Alors que quand on est expatrié, il n'y a pas de problème de délai, qu'il y ait des enfants mineurs ou pas, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes autorisations au jugement. Donc c'est vrai que c'est plus facile et qu'il y a un panachage important avec des choix de régime selon la nationalité et le pays où l'on vit. Vous avez raison, c'est plus complexe, il faut s'informer 2 fois plus, mais on a 2 fois plus de possibilités. Alors justement, c'est Aurélie qui nous dit pour moi, finalement, le régime du pays où je suis me va très bien, je vais rentrer en France, je voudrais donc stabiliser ma situation. Comment est-ce que je fais? Est-ce que pour mettre un régime matrimonial en place, elle me dit, est-ce que je vais chez le notaire, chez le consul, mais pourtant le consul n'est pas notaire. Alors, là c'est, malheureusement, nous notaires, nous déplorons beaucoup cet état de fait, et les ministères, le gouvernement français le sait, et d'ailleurs nous avons beaucoup d'associations de Français de l'étranger, et nous espérons que vous nous aiderez également à aller dans ce domaine. C'est l'intérêt que les consuls gardent la fonction notariale. Alors bien sûr, pas en tant que juristes, parce qu'ils n'ont pas les formations, les pauvres, ils ne peuvent pas assurer de faire les contrats, sauf exception, mais au moins pour que les Français expatriés puissent aller au consulat, avoir donc le consul qui peut officier en tant que notaire pour donner ce qu'on appelle l'authenticité au contrat. Il y a, je vais vous donner un exemple très simple, une procuration. La procuration, elle peut être faite selon les actes à accomplir après, soit ce qu'on appelle sous seing privé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la forme authentique, et là il y aura une simple légalisation de signature, et là tout le monde peut aller dans n'importe quel consulat faire légaliser la signature. Par contre, lorsqu'il faut que ce soit une procuration authentique, quelle est la forme authentique, et ça, pour des donations, pour faire des testaments authentiques, le contrat de mariage, justement, par exemple, eh bien, prendre une garantie hypothécaire sur un bien parce qu'on fait un emprunt, il faut que ce soit authentique. Et pour que ce soit authentique, ce n'est pas qu'une simple légalisation de signature. Il faut que ce soit reçu par la personne qui est officier public, et à l'étranger, c'est le consul de France qui l'est. Mais il y a déjà depuis plusieurs années un problème dans l'Union européenne, puisque le consul n'a plus la qualification de notaire, et il ne peut plus recevoir les actes authentiques. Il ne peut faire que des légalisations de signature. Alors qu'actuellement, dans les autres pays du monde, notamment aux États-Unis, notamment en Nouvelle-Zélande, notamment dans tous les pays qui ne sont pas de l'Union européenne, mais où il y a des consulats, eh bien c'est un petit bout de France, le consulat, et le consul a la possibilité de recevoir. Donc c'est quand même une simplification. Pour le contrat de mariage, c'est la même chose. Si on veut faire un changement de régime matrimonial, si on veut faire également une déclaration de loi applicable, ou un contrat de mariage, ou une procuration pour une donation, souvent d'ailleurs les enfants étant à l'étranger et les parents souhaitent faire une donation aux enfants, il faut qu'ils reviennent en France
dans certains cas, et dans d'autres cas, ils peuvent aller dans les consulats. Et aujourd'hui, on parle, il y a un projet que tous les consuls ne puissent plus avoir cette fonction. Et je crois que c'est vraiment au détriment des Français qui partent à l'étranger. Et aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. Alors, je rassure tout de suite, c'est souvent le notaire en France qui prépare le contrat. Oui, c'est pas le consul qui deviendra un expert notarial et qui ferait mon contrat. Pas du tout. C'est le notaire français. Si par exemple j'ai un contrat de mariage à faire parce que les jeunes ne peuvent pas revenir en France et ils souhaitent faire leur contrat à l'étranger, mais bien entendu, nous avons parlé ensemble lors de leur venue du contrat qu'ils voulaient. S'ils n'ont pas le temps de revenir, ils ne peuvent pas, ou pour une procuration authentique. Je prépare l'acte, je l'envoie, on a quand même tous les moyens maintenant, n'est-ce pas, on le voit bien aujourd'hui, donc tous les moyens, nous l'adressons donc par voie dématérialisée au consulat, et le consul donc aura l'acte, il recevra comme un notaire les clients, et on aura échangé d'ailleurs avant avec le consulat, avec nos clients, et ensuite ils pourront signer, et l'acte aura la force exécutoire, ça sera un acte authentique. Donc c'est vrai que, oui et non, l'internaute a raison, il y a des consuls notaires, et il y a des consuls qui ne sont plus notaires. Mais je peux vous dire que ça ennuie beaucoup les notaires que les consuls ne puissent plus avoir la fonction notariale. Parce que dans ce cas-là, donc si mon consul est un consul non notaire, soit j'ai la possibilité de rentrer en France, oui, soit je dois passer par les intervenants locaux qui ne seront pas forcément des notaires. Qui ne seront pas forcément des notaires. Et mon acte ne sera pas un acte français. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça ne sera pas un acte français. Puis surtout, si vous voulez, moi, vous voyez, vous avez bien eu la gentillesse de dire que j'étais une spécialiste. Alors, je ne suis pas une spécialiste des règles des pays. Je suis un petit peu par la force des choses, et maintenant je commence, grâce notamment à vous, à vraiment avoir, avec toutes les questions et les recherches à faire, et la pratique, le fait de dire quelles sont les règles applicables. Mais il est bien évident que je connais le droit en France, un petit peu de certains pays, parce que j'ai eu l'occasion dans certains dossiers, mais on ne peut pas connaître le droit de tous les pays. Et pareil, les notaires, ou les avocats, ou les solliciteurs, dans d'autres pays, n'ont pas forcément la connaissance du droit chez nous. Et donc, ils vont conseiller et appliquer par rapport au droit de chez eux. Mais comme il y a souvent, pour les expatriés, encore un lien avec la France, que ce soit avec le patrimoine, que ce soit avec leur famille, leurs enfants, leurs parents, etc., il est important qu'ils connaissent quelles sont nos règles chez nous, et avec un contrat français, on est sûr de faire des règles qui pourront être appliquées. Il y a des pays dans lesquels on pourrait faire un contrat qui ne soit pas conforme à l'ordre public en France. À ce moment-là, l'acte aura été fait dans un pays étranger, avec peut-être dans un contrat de mariage, ou par exemple un pacte, je crois qu'on aura des questions pour le pacte, et ben, quelque chose qui est contraire à l'ordre public, et s'ils reviennent en France, ben, qu'on ne pourra pas l'appliquer, parce que c'est contraire à l'ordre public. Donc je pense que c'est important, vraiment, ou au moins de voir, si l'on souhaite, le notaire en France, et éventuellement le solliciteur ou le notaire dans l'autre pays, et de faire son choix. Mais bon, il faut de toute façon avoir une consultation avec le notaire du pays dans lequel on a encore des liens, et où on risque peut-être aussi de revenir, et on a de la famille, où on a encore des liens. Et vous nous donnez très envie de le faire. Nous avons une note pour nous dire qu'il reste 1 minute. C'est bien. J'ai une dernière question sur ce contrat matrimonial. C'est une question d'une internaute qui ne souhaite pas donner son nom parce qu'elle ne veut pas qu'on puisse la reconnaître. Donc j'ai même un petit peu changé ce qu'elle nous a dit. On a dit qu'on ne parlait pas du divorce aujourd'hui parce que c'était trop complexe, mais juste une phrase. Cette femme, disons elle a un mari allemand, enfin un mari qui n'est pas de sa nationalité. Elle vit hors de l'Union européenne. Elle voudrait savoir quel est le droit qui va s'appliquer, parce que selon le droit qui sera choisi, l'incidence sera très favorable ou extrêmement défavorable pour son patrimoine, pour la garde des enfants et pour sa pension alimentaire. Est-ce que c'est automatique de savoir le droit qui va s'appliquer? Est-ce qu'elle a une marge de manœuvre? Alors c'est encore plus compliqué pour le divorce parce qu'on est dans une situation conflictuelle. Et quand on est dans une situation conflictuelle et qu'on ne peut pas être les deux à choisir la même chose, on risque de se retrouver confronté à plusieurs lois. Alors le principe, c'est quand même la loi qui peut s'appliquer, c'est la loi de la nationalité et la loi de la résidence. En général, pour le divorce, c'est la loi de la résidence qui s'applique. Mais on peut avoir choisi
soit ensemble au moment du divorce, et à condition que ce soit, c'est plutôt pour les divorces à consentement mutuel, donc le choix des tribunaux et de la loi applicable et des tribunaux qui auront à régir cela. Donc c'est vrai que c'est plus simple si c'est la France. Mais il faut être d'accord tous les deux. Si monsieur choisit les tribunaux allemands et que madame choisit les tribunaux français, on aura de toute façon un problème. Mais en plus, il y a quand même des règles européennes qui vont permettre de définir quelle est la loi qui aurait priorité par rapport justement à la résidence ou à la résidence des enfants ou au fait que le couple vive toujours ensemble dans un lieu ou ne le soit plus. Alors il y a à la fois des règlements, des conventions internationales. Si on n'est pas d'accord, c'est en général la loi, ou si on ne l'a pas prévu, c'est en général la loi du lieu, et ça peut être un problème selon les pays, moi c'est bien clair, et il y a des règles et des règlements qui sont différents. Il y a la Convention de Rome notamment qui concerne pour certaines choses, notamment concernant les enfants, mais concernant les prestations compensatoires, c'est pas régi par cela. Donc il y a les enfants, les pensions alimentaires, les lieux de résidence, et là il peut y avoir aussi des conflits. Alors ce qu'on peut conseiller, peut-être déjà, on parlait des contrats de mariage tout à l'heure, c'est possible dans le contrat de mariage de choisir la loi applicable. Donc on peut choisir d'un commun accord la loi applicable et les tribunaux. Mais malheureusement, et selon certains pays, il peut y avoir, malgré le choix qui a été fait, s'il y a véritablement un conflit dans le couple et des règles qui sont différentes dans le pays où l'on vit, il peut y avoir des confrontations entre les tribunaux. On l'entend tout le temps aux actualités, des problèmes concernant les enfants, etc. Donc c'est complexe. Ça s'améliore, et c'est vrai que quand on est dans l'Union européenne, c'est toujours plus simple parce qu'il y a vraiment des conventions qui existent par rapport au divorce maintenant et qui permettent justement qu'on établisse les règles du choix du lieu. Maintenant, si c'est conflictuel, c'est clair que le meilleur moyen de se renseigner, c'est éventuellement de voir un avocat. Bon, c'est vrai que les notaires sont aussi impliqués dans les divorces, on travaille en concertation aussi avec l'avocat, on fait un travail complémentaire, c'est clair. Mais dès lors où on est dans le conflit et que les tribunaux sont concernés, d'abord ça va être très lourd. Ça va être très lourd parce que même déjà un divorce en France, bien que ce soit assoupli, c'est déjà un peu lourd. Mais imaginez quand il y a les règles internationales, et puis ça dépend si le couple est de la même nationalité. Oui, parce que là, c'est pas le cas, mais ça peut être encore plus compliqué. Là, on est quand même avec deux membres de l'Union européenne, Allemagne et France. Donc, on doit pouvoir trouver les règles de façon plus simple en regardant les textes et en voyant les lieux. Par contre, si c'est avec un mariage avec, je sais pas, quelqu'un d'un autre continent, ou d'un monde musulman, ou asiatique, c'est clair, ou Amérique du Sud, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, on retient, quand on est en situation de divorce, c'est compliqué, c'est Oui. pas forcément le notaire, ça va être plus l'avocat peut-être. Ensemble. Le but, ça va être d'anticiper par le contrat de mariage. Et alors là, je vais vous demander un conseil plus psycho, et qui va nous emmener vers la deuxième partie, qui est, quand on va parler de préparer la succession et l'hérédité. Comment je fais pour aller voir mon mari en lui disant, bah écoute, il faudrait quand même qu'on discute de, en cas de divorce, quel est le contrat qui s'applique, et puis c'est toi qui as plus de biens que moi, et il faudrait qu'on regarde dans nos testaments. Vous avez un petit conseil à nous donner pour que on puisse montrer que c'est légitime qu'on s'intéresse à notre protection, mais que l'autre ne se demande pas ce qu'on a derrière la tête pour aller poser des questions pareilles. Moi, je dirais qu'un couple, c'est deux. Donc, quand on pose une question, c'est pas forcément pour soi, parce que je pense que de dire que toi aussi, tu as besoin d'informations, parce que les règles que tu crois qui peuvent s'appliquer en cas de problème entre nous, en cas de décès ou en cas de séparation, eh bien, tu as besoin de les connaître aussi pour qu'on puisse faire un choix éclairé et que c'est réciproque. Parce que lui aussi, si c'est le mari, eh bien, il a aussi peut-être une volonté par rapport aux enfants, par rapport à sa famille. Ils ont peut-être aussi des transmissions qu'ils ont eues. Et je pense que en plus, on peut. Alors, il faut savoir que rien n'empêche. On n'est pas obligé d'aller tous les deux se renseigner. En plus, le notaire, il a le secret professionnel. C'est comme aller chez le médecin, vous n'êtes pas obligé d'être à deux chez le médecin. Il y en a un qui a peut-être plus de compétences ou de connaissances, ou qui a déjà eu l'expérience dans sa famille et qui connaît.
Mais il ne faut pas hésiter même à aller tout seul consulter. Ce n'est pas pour cela que c'est pour faire de l'opposition. Simplement parce que on ressent qu'on a besoin d'avoir plus d'informations. Alors quand on peut y aller ensemble pour faire un bilan familial et patrimonial régulièrement, comme on fait pour la santé, bon, bah, c'est vrai que c'est bien, puis c'est un peu ardu. Donc, oui, c'est pas facile quand même. C'est un peu ardu, donc il faut que, en plus, si vous allez voir le notaire, il est un petit peu arbitre dans le bon sens du terme, et conseil des deux, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre de parti. Alors que quand on a un avocat, c'est... Oui. J'aime mon notaire comme j'aime mon avocat. Donc on peut déjà présenter en disant, écoutez, c'est quelqu'un de neutre et qui va expliquer, qui ne va pas forcément dire ce qu'il faut faire dans un premier temps, mais qui va expliquer pour que chacun sache exactement quelles sont les règles qui sont applicables à leur famille, à leur patrimoine, et puis même à la fiscalité. C'est important. Donc je pense qu'on peut par ce biais-là de dire on a besoin d'avoir des informations parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire, sans dire mais oui, mais s'il arrive quelque chose, tu comprends, je ne suis pas protégé. Bon, il y a la manière un petit peu de ne pas hésiter peut-être à aller voir son notaire avant, même tout seul, et puis avoir un éclairage, et ensuite voir avec le notaire comment justement pouvoir aborder pour donner envie de venir se renseigner. D'accord. Alors maintenant, si on en vient plus spécifiquement aux questions de transmission et de décès, quels sont les points importants à savoir quand on habite à l'étranger? Je vais prendre un cas très typique, un couple dans lequel les deux sont français, ils habitent à l'étranger depuis quelques années, et dans leur tête, ils sont français, c'est le droit français qui s'applique. Est-ce qu'ils peuvent avoir des mauvaises surprises? Oui, tout à fait. Alors là, c'est un petit peu comme le régime matrimonial, je dirais que ce sont les deux choses très importantes à savoir. C'est que les successions, alors il faut différencier tout de suite le fiscal et le droit, le juridique. Oui. Le juridique, c'est de savoir si je décède, qu'est-ce qu'il y aura mon mari, ma femme, mes enfants, est-ce que je peux faire un testament pour léguer à une autre personne, dans quelle mesure, est-ce que je dois obligatoirement donner une part aux enfants, etc. Bon. Donc toutes ces règles-là, si j'ai fait des actes, est-ce qu'ils seront reconnus comme valables vis-à-vis du conjoint, comme par exemple une donation entre époux, etc. Donc ça, la loi qui va s'appliquer pour le règlement de la succession et savoir qui hérite, ça a changé. C'est-à-dire que avant 2015, c'est récent, avant 2015, c'était le lieu de la résidence au moment du décès, donc le lieu du décès, pas si on est en vacances, bien sûr, pour 15 jours au Baléares, mais si c'est le lieu où on habite et où donc il y a le décès, qui va s'appliquer. Avant, on différenciait. C'est-à-dire que ça s'appliquait pour tout ce qui n'était pas immeuble, sauf les immeubles du pays où on habitait au moment du décès. C'est-à-dire, par exemple, était exclu si j'avais un appartement ou une maison en France et que je vivais en Angleterre ou dans un autre pays, bah, ma succession se réglait selon la loi anglaise si j'étais en Angleterre. Et par contre, par rapport à mon bien qui est en France, on appliquait les lois françaises pour l'immobilier. Ça a changé en 2015, on oublie. Aujourd'hui, c'est tous les biens. Alors, c'est plus simple, mais ça peut être aussi plus dangereux. Ça veut dire, j'habite au Canada, je suis expatriée, je me considère comme français. Absolument. Mon conjoint décède par accident. Je peux avoir la très mauvaise surprise de découvrir que c'est le droit canadien. C'est le droit que je ne connais pas. Tout à fait. Qui que vous ne connaissez pas. succession. Donc, c'est ça, c'est la peur de ne pas savoir, parce que peut-être qu'il est pas mal, mais quand on ne sait pas, c'est un peu ennuyeux. Et surtout dans les pays anglo-saxons. Alors, le Canada, avec le Québec, c'est un peu plus simple, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc, maintenant, où que soient situés les biens, argent, immobilier, ce seront les règles juridiques du pays où on habite au moment du décès qui s'appliqueront. Mais, bonne nouvelle, comme pour le régime matrimonial, vous pouvez choisir. Vous me rassurez là. Mais il faut le faire. Il ne faut pas dire comme ça, ah tiens, je ne peux pas le faire au moment du décès. Bah, au moment du décès, c'est difficile, mais même le conjoint ne peut pas dire, ah, bah, ma femme, elle m'avait toujours dit qu'elle voulait absolument avoir le droit. Non. Alors, c'est simple, comment ça se fait? Pour un contrat de mariage, c'est normal. Pour un régime matrimonial, c'est dans un contrat de mariage. Pour une succession, c'est dans un testament. Donc, on fait un testament. Voilà, alors, on fait un testament dans lequel on peut dire beaucoup de choses. D'ailleurs, un testament peut être fait sous la forme holographe, écrit à la main en France,
ou sous la forme authentique. On peut faire un testament, par contre, dans le pays où on est, et dès lors où ce testament sera fait selon les règles de forme du pays, il n'y a aucun souci, ça sera applicable en France. Donc la forme n'a aucun problème par rapport au testament, dès lors où il est fait dans les formes du pays où on le fait et où on le dépose. Donc ça, c'est très souple. Donc en France, je fais un testament à la française, au Canada, pour reprendre Canada, l'exemple, en Angleterre, un testament en Allemagne, à la à l'Allemagne, etc. Donc vous faites votre testament, et ce qui est très important, dans le testament, vous rajoutez à la fin que vous choisissez comme loi applicable pour votre succession, la loi, alors pas n'importe laquelle, vous avez le choix entre, c'est toujours pareil, le choix de la nationalité ou le choix du pays où l'on vit. Donc vous pouvez très bien choisir, dans votre cas, et il y avait marqué « je choisis la loi applicable française ». Et par exemple, parce que je sais qu'il y avait une question, je ne sais pas si on aura le temps, justement, une question d'une internaute à laquelle on en a parlé tout à l'heure par rapport à la donation entre époux, oui. C'est que la donation entre époux, ça s'appelle donation entre époux, mais ça s'appliquera au décès. Donc c'est une disposition testamentaire. Et la donation entre époux est un outil français, oui. Qui est super, parce que ça permet de protéger au maximum. Bon outil des familles, très bon outil des familles, qui va de soi, mais il est vrai que ce n'est pas reconnu dans tous les pays. Par exemple, en Italie, ce n'est pas reconnu. Dans beaucoup d'autres pays, d'ailleurs en Amérique du Sud, il y a énormément de pays où ce n'est pas reconnu, et dans les pays musulmans notamment. Donc, comment faire? Je souhaite quand même avoir la protection comme une donation entre époux. Ben, on peut très bien, le notaire vous aidera à faire un testament ou authentique ou holographe, dans lequel on pourra remettre exactement les mêmes protections que la donation entre époux, mais dans un testament. Et là, quel que soit le pays, ça pourra s'appliquer, alors que la donation entre époux ne peut pas s'appliquer. Alors, si vous avez pris la précaution de marquer que vous voulez que ce soit la loi française qui s'applique, bingo, votre donation entre époux, elle pourra s'appliquer. Et si jamais vous avez oublié ou que vous ne faites pas votre testament ou que vous souhaitiez par la suite le revoir, vaut mieux, c'est franchement un coût vraiment peu important, transformer votre donation entre époux en testament, et là, vous n'y penserez plus. Ça sera applicable dans tous les pays, dans toutes les législations. Donc je retiens, je dois vérifier la situation qui s'applique. C'est complexe, mais la complexité est un outil de liberté, parce que je vais avoir plus de choix. Et on avait commencé un point qui me semble important, parce que pour moi, toutes ces questions sont compliquées, et peut-être que pour vous aussi qui nous écoutez, vous avez commencé en nous disant, c'est pas parce qu'un droit s'applique, qu'on choisit un certain droit, qu'on choisit la fiscalité qui va avec. Absolument. Donc, c'est pas parce que je choisis la loi française que la fiscalité française va s'appliquer sur tous mes biens. Ça peut être une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de décomplexer et de décompliquer les choses. Parce que c'est vrai que quand on dit que vous pouvez choisir la loi applicable, alors la fiscalité française n'est pas toujours la meilleure, elle est quelquefois, mais quelquefois pas selon les pays où l'on va et selon la volonté qu'on a eue de partir à l'étranger. Et donc de savoir qu'on peut choisir les règles françaises sans que cela ait une incidence avec les règles fiscales, ça peut également aider. Après, les lois fiscales, on ne les choisit pas comme ça, et quelquefois on a aussi une mauvaise surprise, parce qu'on pense que parce qu'on est expatrié, on n'est plus soumis donc, à la réglementation française ou à un autre pays où on est où sont d'autres biens. C'est que pour la fiscalité, ça marche avec des conventions. Des conventions internationales, donc il faut regarder déjà s'il existe des conventions entre les pays, par exemple pour les donations, il n'y en a pas beaucoup, et pour les successions. Il est vrai que dans certains cas, si la convention est la meilleure et réciproque, on peut n'avoir à payer que dans le pays qui est concerné par les biens, puisque c'est le lieu où sont les biens, ou bien les lieux où habite la personne qui reçoit la donation ou la succession, ou s'il y a une convention bilatérale qui est entre les deux, c'est-à-dire elle dit qu'on est imposable dans les deux pays, mais que l'on peut soustraire ce qui a été payé dans l'autre. Donc c'est pas une double peine, c'est une peine, mais pas deux. Et il y a les cas extrêmes dans lesquels on est obligé de payer dans les deux pays. Donc ça,
Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas choisir. Donc là, je suis désolée, je n'ai pas de solution pour vous dire que vous pouvez choisir la règle applicable concernant la fiscalité. Par contre, il est important que vous puissiez savoir, puis ça peut changer en plus. Vous savez, les règles fiscales, ça change tout le temps. Quelquefois, c'est même rétroactif. Donc là, les notaires, on a un petit peu moins la maîtrise. Mais on peut quand même essayer, c'est important quand on fait un bilan, de voir en cas de décès ce qu'il y aura à payer. Parce que c'est vrai que de laisser ses enfants ou son conjoint ou son compagnon dans une situation où il n'aura pas les moyens de faire face, et peut-être qu'il y avait une possibilité plus simple, et c'était peut-être pas la peine de faire des choses très compliquées pour finalement avoir une double imposition, alors que si on avait fait les choses plus simplement, on n'aurait eu qu'une simple imposition, et peut-être quelquefois en France. Donc, mais là, voilà. Une fois de plus, on anticipe. On anticipe. Il faut anticiper. Un dernier très rapidement volet qu'on voudrait aborder, c'était la question des couples qui ne sont pas mariés. Oui. On sait tous que le PACS est reconnu dans certains pays ou pas d'autres, mais plus surprenant, il y a Mélanie qui me dit « Il me semble que mon contrat de cohabitation que j'ai signé, que j'ai fait en Belgique, pourrait ne pas être reconnu en France. » C'est ça que vous nous disiez tout à l'heure, avec des troubles à l'ordre public. Alors, le principe... mais Mélanie, elle ne fait pas de troubles à l'ordre public. Bah, ça dépend ce qu'elle a marqué dans son contrat. Je vais vous dire la Belgique, justement. Tiens, voilà l'exemple, parce que je crois me souvenir qu'en Belgique, on peut faire un PACS. Alors, ça s'appelle souvent contrat de cohabitation ou contrat d'union civile. Oui. On peut faire en France, il y a des règles d'ordre public. Pour se paxer, il faut déjà pas être marié. Il faut avoir la capacité de contracter. Et il ne faut pas avoir de lien de parenté. Sauf si c'est vraiment très, très éloigné. Par exemple, un frère et une sœur en France ne peuvent pas se paxer. C'est contraire à leur public. Alors que, je crois bien qu'en Belgique, un PACS est possible, un contrat d'union civile est possible en fratrie. Parce qu'en fait, on ne met pas la même notion derrière ces mots-là. Bah, non, c'est la loi. C'est la loi qui a défini les règles du PACS, avec qui on peut ou on ne peut pas se paxer. Donc, il est bien évident que le principe, c'est qu'un contrat d'union civile ou un PACS fait à l'étranger va s'appliquer en France, sauf pour ce qui pourrait être contraire à l'ordre public, c'est-à-dire pour certains effets, oui, mais si c'est un PACS qui est fait entre un frère et une sœur, et qu'en France, un PACS n'est pas reconnu entre frères et sœurs, il ne pourra pas s'appliquer. Par contre, là, on n'est pas dans ce contexte, avec le cas de notre internaute, et elle a fait un PACS donc, normalement, sauf s'il y a eu des clauses de marquer dans le PACS qui soient contraires à l'ordre public français, il s'appliquera très bien en France. Je veux dire que surtout dans l'Union européenne, il y a vraiment une volonté à ce que les contrats qui sont faits dans un pays, dès lors où ils ne sont pas contraires aux règles d'ordre public de l'autre pays, peuvent s'appliquer. Et pour le contrat d'union civile ou le PACS, en général, il s'applique. Alors là aussi, je voudrais attirer l'attention, en profiter pour attirer l'attention concernant le PACS. Ce n'est pas parce que, alors en France en tout cas, en France, ce n'est pas parce que vous faites un PACS que vous êtes héritier. Quand vous vous mariez, vous devenez héritier en partie. Alors vous pouvez améliorer avec un testament, une donation entre époux, mais vous êtes héritier. Si vous vous pacsez, vous n'êtes pas du tout héritier. Ce qui veut dire que pour être héritier, il faut à la fois faire un PACS et il faut faire un testament. Alors l'intérêt de se paxer, parce qu'on pourrait très bien faire un testament et rester en union libre, là c'est la fiscalité. Le problème de la fiscalité, c'est que quand on est en union libre et qu'on souhaite léguer à son concubin ou sa concubine, c'est un mot qui est très laid, mais on comprend ce que c'est, donc son compagnon, sa compagne non paxés, eh bien on va payer des droits à 60%, puisque c'est considéré comme un étranger, même si on a des enfants ensemble, même si on vit ensemble depuis 30 ans. Alors qu'en se paxant, hétéro, homo, on se paxe, eh bien il n'y a pas de droit de succession. C'est formidable, comme pour les couples mariés. Il n'y a pas de droit de succession en France pour les couples mariés, c'est fini. Et bien pour les personnes paxées non plus. Mais encore faut-il qu'ils soient héritiers. Ils payent zéro, mais ils reçoivent zéro. Donc ne pas oublier, vous faites un contrat d'union civile, mais vous n'êtes pas héritier. Alors il y a des pays où quand vous faites un contrat d'union civile, vous pouvez être héritier. Donc il faut quand même vérifier si justement, pourquoi on s'est paxé. Alors, c'est pas simplement pour faire des voyages ensemble, avoir des cartes réduites pour les voyages. Le visa conjoint. Alors, il y a la protection sociale aussi qui est importante en France. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vérifier, c'est toujours la même chose. Anticiper, vous vérifiez si votre contrat est applicable. Donc, le principe, c'est oui, sauf si c'est contraire à l'ordre public.
Et attention, dissocions fiscalité et droit. Sylviane Plantin, un grand merci pour toutes ces informations. Je retiens l'évidence, ce qui nous semble évident, à partir du moment où on est à l'étranger, et certainement encore moins, il est important de faire un point. Ce point, c'est pas forcément pour une notion de méfiance, c'est une notion d'encore plus de confiance, de projection de l'avenir, et donc d'amour dans le couple, finalement. Absolument. Et en plus, et là c'est un témoignage personnel, ça peut être très amusant, parce que ces dispositions sont complexes, mais extrêmement intéressantes. Un grand merci à tous nos internautes de nous avoir suivis, un grand merci à l'office notarial qui nous reçoit, un grand merci aux équipes techniques qui sont derrière les écrans avec le sourire. Ce live sera disponible en replay sur la page Femmes Expat, sur la page Facebook des notaires de France et sur le site femmexpat.com. Bonne journée à tous. Le petit guide. Le guide. Merci. Si jamais vous voulez creuser. C'est pas celui-là. Alors, il y a un guide que j'ai donné tout à l'heure à Alix. Je vais lui donner le mien, le laisser à côté. On va le mettre. Voilà. On va mettre la copie en commentaire du Facebook Live. Il y a des fiches pratiques avec tout ce qu'on a dit et vous pourrez relire. Voilà, vous aurez le lien. Le voilà. Voilà. Il apparaît par miracle et ce sera l'image finale.